Au début du cinéma, dans les années 1890, l'objectif n'était pas de montrer la réalité, mais de la dépasser. Montrer l'impossible, le fantasque, le rêve. Les grands magiciens de l'image, Méliès, Alice Guy, Houdini, voulaient émerveiller. Le cinéma était une illusion, une échappée, hors du monde réel. Mais très vite, la caméra change de fonction. Elle ne montre plus seulement des rêves, elle montre la vie. Les ouvriers qui sortent de l'usine, les foules, les marges, les invisibles, tout ce que la belle époque préfère ne pas regarder. Puis vient la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, l'horreur moderne est filmée. Les villes détruites, les corps brisés, les visages hantés des soldats revenus du front. Le cinéma cesse d'être uniquement un spectacle. Il devient aussi une mémoire. La Première Guerre, puis la Seconde, la guerre froide, les guerres du Golfe, jusqu'aujourd'hui. Le cinéma devient une archive de l'humanité. Chaque image devient une preuve qu'un monde a existé. Et pourtant, lorsqu'on parle des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les images qui nous viennent en tête, c'est ça. Les camps d'extermination nazis, les expériences de l'unité 731, ou même ça, le rasage entier de villes espagnoles par les franquistes. Pourtant, dans les années 1950, alors que les grands procès nazis ont lieu, alors que les dernières victimes de l'esclavage sexuel japonais réclament encore justice, à la barre des accusés, il manque encore une nation, l'Italie fasciste. Si l'Italie est connue aujourd'hui pour sa cuisine, son histoire immense, sa peinture ou même son importance phénoménale dans l'histoire du catholicisme, elle est beaucoup moins pour cela. De la Libye à la Somalie, en passant par l'Érythrée et l'Éthiopie, l'État italien laissa derrière lui des milliers de victimes. Pourtant, encore aujourd'hui, la présence coloniale de l'Italie en Afrique a été oubliée, ou du moins soigneusement non évoquée, jusqu'à ce film, Fascist Legacy. Mais pour comprendre pourquoi ce film a été caché, il faut comprendre qui était l'État fasciste italien. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie est en colère. Comme l'Allemagne, elle se sent humiliée par le traité de Versailles. Pourtant, elle faisait partie des pays qui l'ont signé. Le problème, l'Italie ne reçoit pas les territoires promis comme l'Albanie, et ce n'est pas tout. La crise économique frappe fort. La monnaie est dévaluée, l'État est fauché, et le blé, la nourriture de base, manque partout. Les gens sont excédés. Certains partent à l'étranger. France, Angleterre, États-Unis. Mais beaucoup veulent un vrai changement. Le royaume réplique alors violemment, en tirant sur les manifestants. C'est ce qu'on appelle le Noël sanglant de 1920. Pendant ce temps, anarchistes, communistes, socialistes gagnent en influence. Le message est clair, renverser le roi et donner du pain au peuple. Et c'est là que naît un nouveau mouvement, les fascistes, connus sous le nom de chemises noires, formés par d'anciens militaires. Leur programme ? Un État superpuissant, un leader unique, Benito Mussolini, le Duce, un nationalisme extrême et l'usage de la violence pour imposer leurs idées. En gros, le fascisme, c'est mettre tout le pouvoir dans les mains de l'État et glorifier la nation au détriment des libertés individuelles. Et contre toute attente, ce mouvement va devenir incontournable en Italie, parce qu'il parle au peuple, l'écoute, le prend en compte, dans une Italie encore sclérosée par la lutte des classes. Le mouvement fasciste exploite les frustrations économiques, sociales et politiques pour s'imposer et préparer ce qui va changer le pays et le monde. En 1922, Benito Mussolini prend le pouvoir en Italie avec l'appui du roi Victor Emmanuel III. Très vite, le régime fasciste transforme le pays, comme promis. L'État devient absolu, la propagande glorifie la nation, la force, l'ordre et surtout le mythe de l'Empire romain, présenté comme l'âge d'or que l'Italie doit faire renaître. La presse est muselée, les opposants disparaissent et le régime façonne son idéal, l'homme nouveau. Discipliné, obéissant et surtout entièrement dévoué à la nation. Mais dans les années 1930, Mussolini regarde au-delà de l'Europe. Son regard se tourne vers l'Afrique, vers l'Éthiopie précisément. Mais pourquoi ? D'abord, il y a ce sentiment de revanche. En 1896, l'Italie subit une humiliation historique, la défaite d'Adwa face à l'Empire éthiopien, une puissance européenne battue par un État africain. Pour les nationalistes italiens, c'est un traumatisme. Pour Mussolini, c'est une blessure à effacer. Et dans sa vision impériale, cette défaite ne peut rester impunie. Elle doit être corrigée, elle doit être vengée. Et puis, il y a le rêve d'empire.
L'Italie possède déjà l'Érythrée au nord, la Somalie italienne au sud, et conquérir l'Éthiopie permettrait de relier ces territoires et de créer un bloc colonial continu en Afrique de l'Est, sous une bannière, la Grande Italie africaine. Un empire capable de rivaliser avec ceux de la France et du Royaume-Uni. Mais il y a aussi des raisons beaucoup plus concrètes. L'Italie manque de terre, manque de ressources, manque d'espace. Et l'Éthiopie est vue comme une terre à exploiter. Agriculture, matières premières, bétail, mais aussi comme un territoire où installer des colons italiens. Dans un pays frappé par la crise et par la pression démographique, l'empire colonial devient une promesse d'avenir. Et comme toujours, le régime fasciste avance un dernier argument, la mission civilisatrice. Officiellement, il s'agirait d'apporter le progrès, les routes, les écoles, les hôpitaux, et d'abolir l'esclavage. Mais derrière ce discours, la réalité est tout autre. Domination raciale, exploitation, répression, violence systématique. Le même système colonial violent, déjà imposé en Érythrée, doit désormais s'étendre beaucoup plus vers le sud. Peu à peu, l'armée italienne se déploie à la frontière. Dans la région stratégique de l'Ogaden, les tensions montent. Et puis, un point presque invisible sur la carte devient le déclencheur de la guerre. Welwel. Le 5 décembre 1934, après des jours de tension, des combats éclatent à Welwel. Les Éthiopiens perdent 130 hommes, les Italiens 30. Et pourtant, l'Italie accuse l'Éthiopie et exige des excuses et une compensation, malgré le fait que ce soit leur armée qui est attaquée. Face à l'inaction de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et à la complicité française, Mussolini accélère son projet, la guerre totale contre l'Éthiopie. Quand l'Italie fasciste attaque en octobre 1935, l'empereur Haïlé Sélassié et la famille impériale fuient en exil. Ils laissent la nation sans défense face aux envahisseurs. Et le plan fasciste se déroule exactement comme prévu. Malgré les résistances, le duce Mussolini est maintenant maître de la nation, qui n'avait jamais été colonisée. Ou en tout cas, il le pense. Basé à Rome, Mussolini donne la régence à Rodolfo Graziani, un général italien tristement célèbre. Dans l'Italie fasciste, on le surnommait le pacificateur. Mais ironiquement, partout où il passa, il ne laissa que cendres, silence et fausses communes. Avant l'Éthiopie, il y eut la Libye. Dans les années 30, pour écraser la résistance libyenne, Graziani invente une guerre totale contre les civils. Des villages brûlés, des puits empoisonnés, du bétail abattu, et surtout, les camps. Plus de 100 000 Libyens sont déportés dans le désert. Faim, maladie, exécution, un peuple entier déplacé pour briser sa volonté. Ce n'était pas une bavure, c'était une méthode. Puis vient l'Éthiopie. L'armée fasciste envahit le pays et gagne à coups de gaz chimique, de bombardements de civils, de terreur coloniale assumée. Et c'est par ces excellents résultats que Graziani devient vice-roi et régent d'Éthiopie. Mais à l'intérieur, la résistance s'organise. Les Arbeignosh, en amharique patriotes, et les Black Lions, les lions noirs. Parmi eux, plusieurs noms. Ras Abepe Aregai, Belai Zeleke, Hakim Workne Echete, et même des femmes courageuses comme Kebedesh Seyum, Shewaragat Gadle, et encore bien d'autres. Ces résistants respectent une constitution de 10 points. Parmi eux, protéger les civils, préférer la mort à la capture et ne pas chercher l'exil. C'est un symbole extrêmement fort. Et comme symbole, les hommes doivent se laisser pousser les cheveux jusqu'au retour de l'empereur. Mais la répression fasciste ne tarde pas. Arrestations arbitraires, assassinats, disparitions, collaborations aussi. La population éthiopienne devient un ennemi par essence. Et vient alors un événement majeur, un événement qui va tout changer. Selon le calendrier éthiopien, il y a 13 mois. Le mois Yekatit est environ vers le mois de février en Occident. Et notre événement s'est produit lors du jour Yekatit Asra Hulet, ce qui équivaudrait au 19 février 1937. Ce jour-là, au cœur d'Addis Abeba, la capitale, 2 jeunes Érythréens, Moges Ashgedom et Abreha Debosh, passent à l'action. Leur cible, Rodolfo Graziani. Ce jour-là, Graziani organise une cérémonie publique,
au palais de Kenneth Lul. Officiellement, il distribue l'aumône aux pauvres pour célébrer la naissance du prince italien, mais en réalité, il s'agit d'un grand spectacle colonial, démontrer la puissance italienne et l'humiliation d'un peuple vaincu, soumis à un nouveau roi. Mais derrière la foule, le complot est déjà en marche. L'attentat n'est pas un acte isolé. Avant Yokati Tasrahulet, des patriotes éthiopiens avaient déjà attaqué l'aviation italienne et saboté un train qui transportait des ministres fascistes. Ces actions-là ne visaient pas seulement à tuer, mais aussi à capturer des otages pour forcer des négociations politiques. L'idée d'un soulèvement n'était pas nouvelle. Les Éthiopiens ne sont pas restés à ne rien faire. Et sur place, un réseau clandestin s'organise. Armes, grenades, contacts, coordination, Moges et Abriha ne sont pas les cerveaux du complot, mais ce sont des opérateurs, des hommes courageux, prêts à mourir pour frapper l'occupant. Et pour ça, ils décident d'attaquer Graziani à la grenade. Et lorsque les grenades explosent, Graziani va survivre, miraculeusement. Mais l'histoire va basculer. L'attentat est une humiliation, une offense, qui demande réparation. Comment est-ce que de simples Africains, des indigènes, des sous-hommes, osent-ils se rebeller, blesser, attaquer des fascistes, des Européens qui sont supérieurs par essence? C'est ce qui résonne dans les oreilles de Graziani, bien décidé à se venger, méthodiquement, comme il en a l'habitude, froidement. Celui qu'on appelait le boucher des montagnes de Libye est réveillé. Les 19, 20 et 21 février 1937 furent parmi les jours les plus sombres de l'occupation italienne, et parmi les plus décisifs. Les fascistes italiens étaient galvanisés par la haine, par le racisme et surtout par le besoin de toute puissance, le besoin de soumettre le peuple éthiopien, d'imposer en lui l'esprit de soumission par la peur. Et quand je parle de fascistes italiens, je parle des chemises noires, je parle des militaires, oui, mais je parle aussi des civils italiens, des ouvriers qui étaient venus pour coloniser le pays. Eux-mêmes se sentaient attaqués dans leur chair. Quand on attaquait Graziani, on attaquait aussi leur renouveau, la fuite de la pauvreté. Eux qui avaient quitté leur bourgade de misère pour devenir rois en Afrique, depuis quand les esclaves se rebellaient contre leurs maîtres? C'était remettre en question leur pouvoir d'Européens, leur supériorité, et ça, ils ne pouvaient pas le laisser passer. Mais pour ce faire, les fascistes ont attaqué les trois plus grandes valeurs de la société éthiopienne de l'époque, la famille, l'honneur et la religion. La famille d'abord, en s'attaquant aux civils. La majorité des attentats, des attaques et des résistances ont été commis par les nobles, par les militaires, mais les fascistes décidèrent de punir la ville d'Addis Abeba en entier, et surtout les civils. Les témoins de l'époque racontent des nuits de chaos, de violences extrêmes, si extrêmes d'ailleurs, qu'on parle d'un enfer sur terre. Les chemises noires fascistes hurlent toute la nuit le nom de Mussolini. On invoque le Duce et ils tirent sur chaque noir qui a le malheur de sortir de chez lui. Se faire tirer dessus, c'était probablement le moyen le plus simple de mourir, mais les bourreaux, qui voulaient quand même économiser leurs balles, étaient ingénieux dans leur sadisme. Poignards, épées, baïonnettes, matraques, gourdins, haches, tout était bon pour massacrer le noir. L'homme âgé, la vieillarde, la mendiante, l'aristocrate, la mère de famille ou l'orphelin, tous ceux dont la peau était foncée et les cheveux crépus. Tous ceux qui portaient sur leur peau le mot coupable. Mais ça, c'était si vous étiez tué tout de suite, s'ils avaient de la pitié pour vous. Parfois, on vous faisait monter dans un camion pour vous emmener soi-disant en prison, mais en réalité, on vous tuait directement dedans. Ou alors, on vous ramenait près de l'université d'Addis Abeba pour terminer là-bas. Alors peut-être croyez-vous que rester à l'intérieur de vos toukuls, de vos maisons, vous permettra de rester en sécurité. Peut-être que si vous les laissiez chercher leurs soi-disant terroristes, alors vous seriez en sécurité. Mais pourtant vous auriez tort. Parce que les chemises noires, les colons fascistes, fouillèrent les toukuls, oui, mais la vérité n'importait en rien. Ils décidèrent de condamner les civils à rester dans leur maison. Et ils les incendièrent, avec les gens dedans. Lorsque les gens tentaient de fuir, ils étaient abattus à la sortie, comme des rats tombant dans un piège. C'était devenu un jeu. L'Éthiopien n'était plus un homme, il était un indigène. Moins qu'un être humain, à peine plus qu'un animal, assez en tout cas pour que les hurlements, les cris des femmes et des enfants deviennent presque drôles. Un témoin du massacre raconte que les officiers italiens passaient dans les rues en voiture, emmenant leurs épouses dans les meilleurs coins où elles pourraient avoir une parfaite vue
de ce qui se passait en contrebas, comme on ramène aujourd'hui sa femme au cinéma. Outre le peuple, en majorité incapable de décisions politiques, il traque et massacre les intellectuels, les fils des nobles, ceux qui étaient censés reprendre le flambeau du pays. Et comment un pays peut-il avancer si on lui retire son cerveau, ses yeux et sa bouche ? Des dizaines d'archives, de documents sont brûlés avec leurs protecteurs. Et ça, les fascistes le savaient parfaitement. Le massacre est tellement systématique que les Éthiopiens fuient à travers la ville pour s'échouer dans l'enceinte de l'ambassade américaine, une des dernières encore ouvertes. Les responsables américains réussissent à sauver 700 personnes la première nuit. Et alors, les fascistes s'attaquent au plus symbolique. Les défenseurs de la religion catholique, les fils de l'Empire romain, ceux qui prient le Seigneur avant de se coucher et font bénir leurs troupes avant d'attaquer, décident alors de brûler les monastères orthodoxes, avec les hommes de Dieu à l'intérieur. On les tue à coups de matraque, on les assassine sans relâche, mais pourquoi ? Eh bien parce que selon les fascistes, les monastères étaient des quartiers généraux de terroristes, et non de véritables endroits de prière. En réalité, c'est parce que les moines avaient simplement beaucoup d'influence sur la population éthiopienne et ils étaient tout à fait capables de les inciter à se rebeller et c'est ce qu'ils ont fait. Pourtant, les fascistes italiens croyaient en Dieu, en Jésus, en Marie, mais comme d'innombrables fois dans l'histoire éthiopienne, le Jésus des Éthiopiens n'était pas celui qu'on devait croire. Les évangiles n'étaient pas les bons et surtout, la couleur de ceux qui le priaient n'était pas la bonne. Alors, pour faire taire les croyants, on tua Dieu lui-même. De ces 3 jours d'horreur, la ville se réveille avec un silence assourdissant. Environ 30 000 personnes ont été tuées. Des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Et surtout, le régime fasciste a perdu toute crédibilité. En voulant soumettre le peuple, ils l'ont réveillé. Un mot d'ordre sonne, on ne se fera pas tuer chez nous, et certainement pas par un envahisseur. Directement, l'armée d'Abebe Aregai, un des patriotes, un des résistants, se renforce de 10 000 hommes. Et ceux qui parviennent à fuir Addis à temps finissent par rejoindre les différentes milices. Le régime fasciste remplace Graziani en catastrophe, réalisant l'erreur monumentale qu'il a faite. Mais c'est trop tard. Les résistants sont vus comme des héros, la population éthiopienne refuse la soumission, choquée par le massacre. Ils isolent de plus en plus les Italiens qui ne peuvent plus compter sur les populations civiles, à qui ils tentent quand même d'imposer un apartheid. Les civils italiens, venus pour coloniser, commencent alors à fuir pour éviter de subir le joug de la colère des Éthiopiens, mais surtout les représailles. Le jeu s'inverse. Le 5 mai 1941, les Arbeños libèrent officiellement Addis Abeba et l'empire est restauré. Haïlé Sélassié revient de son exil, mais les pertes sont énormes. Environ 15% de la population éthiopienne meurt pendant la guerre, que ce soit dans les combats, dans les massacres commis par les fascistes, par les bombardements, dans les camps, dans les famines organisées par le régime, etc. Et toute cette violence va inscrire durablement dans la mémoire collective une haine extrême des Italiens de la part de la population éthiopienne, menaçant et insultant tous ceux qui ont collaboré, et même les métis, vus comme des moins que rien, comme Luciano Vassallo, un joueur de foot italo-érythréen, qui a plusieurs fois témoigné de son enfance difficile. Pour l'Italie, cette histoire dérange. Le massacre de Graziani est connu en Éthiopie, est un traumatisme même, mais pourtant en Italie, personne ne l'évoque. Personne ne confronte réellement les Italiens au massacre et aux crimes de guerre qui ont été perpétrés. Parce qu'il a été question ici de massacre, mais je pourrais aussi parler des violences sexuelles systématiques sur les femmes éthiopiennes, érythréennes, décrites comme dévergondées à tout âge, à la pédophilie sur les petites filles, sous prétexte qu'elles sont mariées plus jeunes que les autres, etc. Et ce silence n'est pas lié au hasard. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les crimes nazis prennent toute la place médiatique. Les procès de Nuremberg, les épurations, la justice doit d'abord être donnée aux nations ouest-européennes. Les populations africaines, asiatiques, primo-américaines et même slaves sont mises de côté. On estime que la violence systématique qu'elles ont vécue est presque normale, presque habituelle, et la déshumanisation qu'elles ont subie pendant des décennies de colonisation fait que le public européen et même colonisé lui-même est très peu réceptif.
En d'autres termes, la violence que vivent les Noirs ne les intéresse pas. Et même les Noirs eux-mêmes ne s'y intéressent pas. Le crime qu'ils ont vécu n'est pas si important que ça. Alors, le massacre de Graziani, ou le massacre d'Addis Abeba, est passé sous silence. C'est la première raison qui fait que Yekati Tasrahulet n'a pas été pris au sérieux. La seconde raison, c'est que les fascistes et Graziani ont menti, même au gouvernement fasciste italien lui-même. Et ça, on le retrouve dans les télégrammes de Graziani. Mussolini voulait la soumission de la population éthiopienne, et Graziani va tellement faire régner la terreur qu'il va devoir mentir sur ses agissements pour ne pas perdre son poste. Alors que le parti fasciste lui avait demandé d'épargner les enfants des résistants, Graziani les envoie avec toute leur famille dans le camp de concentration de Danan, une région désertique. Puis, il efface le nom et le nombre réel de victimes. Alors que le parti lui demande de n'exécuter que les coupables, Graziani fait exécuter les civils et les accuse ensuite de rébellion. En ce qui concerne ses propres crimes, Graziani évalue à la baisse le nombre de victimes qu'il a faites. Par exemple, lors du massacre du monastère de Debre Libanos, en mai 1937, quelques mois après, 1200 personnes sont assassinées, principalement des moines, des pèlerins et des prêtres. Graziani va en déclarer 320. Lors du massacre d'Addis Abeba, on parle d'entre 19 000 et 30 000 personnes. Graziani en déclare entre 300 et 400 personnes. Déjà pendant l'époque fasciste, le fait de massacrer des civils était un problème et surtout risquait de retourner l'opinion publique mondiale, y compris italienne, contre le parti. Graziani avait fait de la violence sa marque de fabrique. Alors, pour rattraper le coup, la censure du parti fait son travail et efface soigneusement les preuves du massacre. Essaie de brûler les correspondances. Personne ne doit savoir. À la fin de la guerre, le gouvernement italien, qui a rejoint le camp allié avant la fin de la guerre, se pose même en victime. Le roman national est clair, en tant qu'allié, l'Italie a subi et a souffert au même niveau que les autres pays des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, le cinéma s'en est chargé. L'Italie appauvrie par la guerre dans Le voleur de bicyclette, l'Italie résistante de Rome ville ouverte, l'Italie bafouée et violée par ses libérateurs dans La paysanne aux pieds nus, en soi, une Italie bien différente des films fascistes d'une dizaine d'années plus tôt. Le temps passe, l'Italie devient avant-gardiste, amoureuse, joueuse, effrayée par l'épouvante. Tout le monde est d'accord, l'Italie a toujours été résistante et antifasciste. En démontre le chant Bella Ciao, une chanson de résistance que tout le monde chante et s'approprie. Des films, des livres, des articles de presse, tout est fait pour faire oublier les Balkans, victimes de massacres, la Libye, l'Érythrée, la Somalie et les crimes de guerre en Éthiopie, forcément, incluant le massacre d'Addis Abeba. Le mythe de la grande Italie africaine persiste, tandis que les crimes fascistes restent invisibles. Et puis dans les années 80, arrive sur la scène un nom encore inconnu, Ken Kirby. Pour être totalement honnête, même pour les besoins de cette vidéo, très peu d'informations sont trouvables sur internet. En fait, je n'ai même pas trouvé son visage, mais Ken Kirby trouve l'introuvable. Les preuves, les photos de décapitation des civils, des films tournés par les tortionnaires eux-mêmes, gardés comme des trophées. Alors Ken va les monter, image par image. Il est patient. Le documentaire doit être compréhensible. Il raconte posément comment les fascistes ont utilisé des armes chimiques contre l'armée éthiopienne, comme le gaz moutarde, des armes interdites par la SDN, l'ancêtre de l'ONU. Il montre l'incendie des Toukoul, il montre les sourires des soldats heureux d'être filmés. Il n'a aucune pitié. En 1989, les temps ont changé. La supériorité et la suprématie raciale n'est plus un concept brandi comme une fierté, mais devient une honte. En 1989, cela fait 4 ans que Shoah de Claude Lanzmann est sorti en mettant au grand jour les crimes de l'Holocauste, longtemps considérés comme des rumeurs. 4 ans que Requiem pour un massacre, qui raconte les massacres systématiques des peuples slaves, est sorti. 10 ans que Apocalypse Now est sorti pour raconter la vacuité et l'extrême violence gratuite de la guerre du Vietnam. L'égalité raciale, sexuelle et le besoin de paix et de réparation est au premier plan. Le peuple veut tout savoir. C'est dans cette époque que la BBC, la plus grosse chaîne de télévision et de production anglaise, va diffuser les premières images de la série.
Les images sont tellement violentes, tellement affreuses, que le public est choqué par un tel déferlement de souffrance et de douleur. Et à partir de là, un groupe audiovisuel, la RAI, la radio-télévision italienne, décide d'acheter les droits de diffusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, lorsqu'un film ou une série est faite, il y a le réalisateur, le producteur, celui qui va investir, préparer, choisir quoi mettre dedans, et le diffuseur. C'est celui qui va faire en sorte que le film sorte dans les salles, ou alors que la série soit diffusée à la télévision. À la base, le film en 2 parties appartient au réalisateur et au producteur. Mais s'ils voient une opportunité de voir leur film ou leur série diffusée à la télé, ils peuvent tout à fait leur vendre ça. Vendre le fait de diffuser le film. C'est ce qu'on appelle les droits de diffusion. Quand la RAI achète les droits de diffusion, ça veut dire que ni Ken Kirby, ni la BBC n'ont le droit de le diffuser sans l'accord de la RAI. Et justement, après ce rachat, la RAI décide de ne plus jamais le diffuser et de laisser le film mourir. Mais pourquoi ? La RAI est un groupe fondé et détenu par le gouvernement italien lui-même. C'est un service public. Toutes les diffusions sont choisies indirectement ou directement par le gouvernement italien lui-même. Personne n'a le droit de prendre de décision seul. Alors la question est intéressante. Pourquoi est-ce que la RAI voudrait ne pas diffuser un film qui incrimine directement le gouvernement italien, rappelle ses crimes de guerre, dépeint l'image du fascisme comme une norme dans les années 1930, ce qu'elle était, et casse l'image de l'Italie alliée auprès de ses téléspectateurs. Téléspectateurs qui n'ont probablement jamais entendu parler des crimes fascistes puisqu'ils sont totalement effacés des livres d'histoire. Je pense que vous comprenez déjà. Alors, ce film en 2 parties, comme probablement des centaines rappelant des horreurs, était voué à la disparition pure et dure. Mais alors, comment est-ce que moi, en 2026, j'ai bien pu tomber dessus ? À l'ère d'Internet, il ne suffit plus de faire comme avant, de faire des autodafés, de brûler des copies du film, de tirer dans l'ordinateur ou de faire taire ceux qui dénoncent. Aujourd'hui, des copies pirates circulent, des archives diasporiques éthiopiennes et érythréennes préservent la mémoire. Les images sont parfois floues, de mauvaise qualité, comme celle que je vous ai montrée pendant toute la vidéo. Mais la mémoire survit, et elle survivra toujours. Je vais être honnête, je ne peux pas mentir en disant que j'ai rien ressenti en regardant ces images. Pourtant, je suis abreuvée depuis le début de mon âge adulte de films d'horreur, d'histoires de fantômes, de djinns, de monstres, mais finalement, la vision cauchemardesque et surtout le fait de savoir que tout ce que je vois est réel, je crois que c'est ça la véritable horreur. Et pourtant, il ne faut pas détourner les yeux. Il faut faire face. Voilà ce qu'est capable de faire l'être humain lorsqu'il laisse parler son ego et son besoin de supériorité. Aujourd'hui, plus que jamais, ces archives permettent de raconter l'histoire perdue de Yekati Tasrahulet, de comprendre la violence fasciste et le courage des Arbeños, les résistants éthiopiens et actuellement érythréens. Et tout ça nous amène à la question centrale. Comment la société efface-t-elle ces crimes ? Parce que Yekati n'est pas seulement un massacre, c'est un symbole de l'invisibilisation et surtout de l'effacement des crimes coloniaux. Je parle ici des crimes commis sur les Éthiopiens, mais je pourrais parler des innombrables déferlements de violence qui ont été commis par les colons en Afrique en général, comme le génocide des Herero, dont on parle très peu. La mini-série fasciste Legacy de Ken Kirby tente, elle, de briser le silence. Pour les 89 ans du massacre, je voulais vous en parler et je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'était Destena, salam.